C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. C'est l'épisode 64. Au sommaire aujourd'hui, hausse de 25 % des nouveaux cas de VIH au Canada. Comment expliquer ça? Montréal remet 150 000 $ à agir pour mettre en place un projet de sensibilisation aux droits des personnes migrantes ou aux réfugiés de LGBTQIA+. Il y a une étoile, un documentaire sur la réalité queer en Acadie et on retrouve notre discussion transcontinent queer avec nos correspondants en Atlantique, en Ontario et dans l'Ouest. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 19 février 2024. Il y a une étoile pour tout le monde ici. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Allô tout le monde. Allô tout le monde. L'épidémie du VIH connaît une recrudescence au Canada, alors qu'une hausse alarmante de 24,9 % des cas a été signalée à travers le pays en 2022, selon la Fondation canadienne pour la recherche sur le sida. L'Agence de la santé publique du Canada fait état de 1833 nouveaux cas déclarés du VIH en 2022 et ce sont les hommes âgés de 30 à 39 ans qui sont la catégorie avec les plus hauts taux. La Saskatchewan et le Manitoba, où on diffuse, sont les provinces les plus touchées avec respectivement 19 et 13 cas pour 100 000 habitants. Cette hausse des nouveaux cas n'a pas été observée depuis plus d'une décennie selon CanFAR, donc l'organisme qui rapporte tout ça. Le Québec dépasse légèrement la moyenne nationale à 4,7 cas par 100 000 habitants, avec, dans le cas du Québec, 4,9 %. C'est des chiffres, c'est compliqué, mais pour comprendre tout ça, on a toujours la bonne personne au bout du Zoom. C'est le docteur Régent Thomas de la Clinique médicale L'Actuelle. Bonjour, Régent Thomas. Bonjour. Alors, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Docteur Thomas, est-ce que c'est alarmant, là, ces 25 % de plus? Comment on explique ça? Ben, il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent, pendant la pandémie, peut-être que il y a eu une baisse des ITS ou du VIH, puis qu'après la pandémie, ça aura augmenté. Mais en même temps, on a peut-être sous-estimé aussi la diminution d'accès aux services médicaux pendant la pandémie, la diminution d'accès aux tests de dépistage. Beaucoup de cliniques, même dans le village, étaient fermées. Nous, on n'avait pas fermé à l'Actuelle. Et on a vu, c'est assez étrange, mais on a vu une augmentation des ITS de façon importante pendant la pandémie chez nous. C'est sûr qu'on était une des seules cliniques ouvertes, alors est-ce que les gens venaient plus chez nous? Mais il n'y avait pas juste ça. Il y avait beaucoup de jeunes et de moins jeunes sur les réseaux sociaux, beaucoup qui étaient à la maison, donc qui avaient le temps pour des activités sexuelles aussi, beaucoup qui n'avaient rien à faire. Vous savez, je sais pas si tu te souviens, la directrice de santé publique a dit si vous faites l'amour, mettez un masque, mais elle a oublié de dire mettez un condom. Alors, quand ça vient un message comme ça de la directrice de santé publique du Canada, c'est pour dire à quel point le sida est banalisé. Oui. On a aussi, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a une augmentation chez les hommes homosexuels à Montréal de 35 %, alors qu'on a quand même un traitement préventif qui est la PrEP, que la communauté gay connaît bien, et ce serait pas normal. On s'attendrait d'avoir une baisse de façon assez importante dans la communauté homosexuelle, et même eux sont touchés par cette augmentation. C'est sûr qu'on ne parle plus du sida, Denis. Vous le savez, il n'y a plus de campagne de sensibilisation, la maladie ne fait plus peur, ce n'est pas une maladie mortelle. Chez les jeunes, on en parle très, très peu. Donc, vous savez, on fait encore la lutte au tabagisme, hein? Ouais. Pourtant, c'est bien connu. Tout le monde sait que fumer, c'est dangereux, mais on continue de faire de l'éducation là-dessus. Alors, tant qu'on ne fait pas d'éducation, à l'époque, les gens se protégeaient parce qu'ils avaient peur du sida, la maladie. Ça avait diminué les ITS de façon générale. Et là, on parle du VIH aujourd'hui, mais je vais vous donner un exemple qui est sorti le lendemain de cette statistique-là sur le sida, sur la syphilis. Au Canada, il y a une augmentation de 73 % des cas de syphilis dans les dernières années, une augmentation de 773 % chez les femmes, et il y a 117 enfants qui sont nés au Canada avec la syphilis. Alors, ça va un petit peu dans le même sens. On ne fait pas de prévention et les ITS explosent et c'est ce qu'on voit depuis des années. Alors, ceux qui disaient que c'est à cause de la COVID-19 que les gens n'allaient pas chez le médecin, puis là, on voit un peu le résultat de ça,
je pense qu'on donnerait donc à la COVID le dos un peu plus large qu'elle l'a, là. Ben, la COVID a le dos large, puis je veux dire, l'explosion des ITS c'est dans toutes les dernières années. Alors peut-être qu'il y a eu une baisse des cas pendant la COVID, c'est plutôt qu'il y a eu une baisse des diagnostics, en Mhm. fait, Ouais. et que ça explose un petit peu après la COVID. Moi, j'ai aussi des patients qui ont arrêté leur PrEP, leur traitement préventif, pendant la COVID en disant j'aurai pas de sexe, et finalement ont eu du sexe sans se protéger et ont contracté le VIH. Ouais. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, la PrEP, là, c'est un médicament qu'on peut prendre pour prévenir l'infection, là, et ça fonctionne, hein, ça fonctionne pratiquement à 100%, ça. Ah oui, presque 100%. Je pense qu'à l'actuel, puis on a des milliers de patients sous PrEP, sous Truvada. Je ne sais pas si on a eu un cas de transmission. Je pense qu'on n'en a pas eu vraiment chez les gens qui le prenaient bien. Donc, un traitement très efficace, mais sous-utilisé pour différentes raisons. À Vancouver, il est gratuit. Au Québec, il n'est pas gratuit. Il est remboursé par la RAMQ, mais pour certaines personnes, 95 par mois, c'est beaucoup, particulièrement les jeunes. Beaucoup de jeunes ont des assurances avec leurs parents. Ça leur tente pas de dire à leurs parents nécessairement en même temps, je suis gay et je suis sur la PrEP Ouais. au même souper le samedi soir. Donc, il y a des choses qu'on pourrait faire. En Ontario, la PrEP est gratuite pour les jeunes. Donc, c'est un outil, mais c'est pas le seul outil, la gratuité. 50% de nos patients qui viennent à l'actuel, Denis, pour la PrEP, ont un médecin de famille ailleurs qu'à l'actuel. Et là, mais pourquoi votre médecin de famille vous le prescrit pas? Encore aujourd'hui, là. Et là, ah, ben, je suis pas à l'aise de parler de ça avec mon médecin de famille, ou mon médecin de famille veut rien savoir, il me dit, allez à l'actuel. Je dis, l'actuel ne peut pas traiter, pas traiter, prescrire tous les cas de PrEP de Montréal non plus à un moment donné. Ouais. Il va falloir qu'il y ait une meilleure prise en charge par les médecins de famille. Et souvent, ben, le temps qu'ils se rendent, même vous téléphonez aujourd'hui pour avoir un rendez-vous pour la PrEP à l'actuel, là, ça peut prendre du temps. Alors, il faut qu'il y ait plus de médecins de famille qui prescrivent la PrEP, puis qu'il y ait accès. Puis dès que tu sors de la région du centre-ville de Montréal, beaucoup de médecins et de pharmaciens ne savent pas c'est quoi la PrEP. Hmm. Donc, il y C'est a ça. encore beaucoup d'éducation à faire là-dessus parce que c'est un outil excessivement puissant, efficace et tous les gays devraient avoir accès à ce traitement-là. Ça protégerait contre le VIH. Évidemment, ça ne protège pas contre les autres Non. ITSS, mais les autres ITSS, il y a des traitements, puis il n'y a pas de... Bon, on peut toujours mourir, là, mais donc c'est moins fort qu'avec le VIH. Régent Thomas, j'aimerais quand même... On a déjà fait deux choses, là, mais revenons là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire là, pour renverser la vapeur? Là, on a parlé de prévention, on a parlé de la PrEP. Qu'est-ce que des choses qui devraient être faites là, dans l'immédiat? Ben, on oublie, moi, je suis toujours halluciné d'entendre les dernières statistiques que j'ai vues, puis comme tu l'as dit au début, là, on peut mettre beaucoup de statistiques, mais c'est quand même assez hallucinant. Je sais qu'il y avait en 2021, 65% des gens qui ont été diagnostiqués VIH comme un nouveau cas n'avaient jamais passé de test. Avant, ouais. Ouais. Donc, quand tu dis que 65%, on est dans un pays riche, l'accessibilité aux tests est là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la stigmatisation, la peur? Bon, il y a aussi des gens, je pense que dans la communauté gay, ce sont eux qui sont le plus testés. Puis j'ai de 15% des nouveaux cas de VIH sont des gens qui sont pas nécessairement dans les groupes à risque non plus. Ouais. Donc, il faut améliorer le dépistage. Je veux dire, ça devrait être fait de façon presque que routinière si vous n'êtes pas en couple fermé, autant chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. C'est la première chose, c'est le dépistage. Et quand l'ONU-SIDA nous dit on est capable, on a tous les outils scientifiques pour éradiquer le VIH d'ici 2025. 2025, c'est l'an prochain. Puis là, les journalistes me demandaient est-ce que vous y croyez? Et ma réponse est non, parce qu'on n'a pas la volonté politique de le faire. Pour éradiquer le VIH, il faudrait qu'au moins 90% de la population qui est séropositive soit au courant, soit dépistée. Il faudrait que 90% de cette population-là soit sous trithérapie et que 90% ait une charge virale indétectable. Or, on n'obtient pas ces chiffres-là au Canada. Il y a au moins 10-12% des gens qui sont infectés qui ne le savent pas. Il y a 12-15% des gens qui sont VIH qui ne prêtent pas de traitement, donc ils n'ont pas une charge virale indétectable. Donc, Donc, et en plus, on rajoute, imagine si on rajoutait la PrEP en plus de ça, on est capable, on serait capable d'éradiquer. Mais
on manque de ressources, l'accès au dépistage, parfois, prendre un rendez-vous pour un dépistage, parfois c'est compliqué, ça devrait être plus simple, plus accessible, et pour les ITS en général et le VIH aussi. Mais docteur Régent Thomas, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, la Ville de Montréal accorde un montant de 150 000 à l'organisme Agir Montréal pour mettre en place un projet de sensibilisation aux droits des personnes migrantes ou réfugiées de LGBTQIA+. Pour en parler, on reçoit Mariam Manaï. Mariam, je ne vous ai pas demandé comment prononcer votre nom de famille. Il faudra allumer votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Mariam, comment prononce... Ah, un petit peu. Elle est encore... votre micro n'est pas allumé, Mariam. Voilà. Alors, c'est Mariam Manaï, c'est ça? Manaï, je suis désolé. Alors, directrice, co-directrice générale d'Agir. Bienvenue à l'émission l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Mariam. Quel pronom et quel accord on utilise avec vous, puisque c'est votre première participation? On pose la question à ce moment-là. Bonjour Demi Martin, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Mariam Manaï et j'utilise les pronoms yel et elle. D'accord. Alors, d'abord, on va commencer par expliquer des choses. L'organisme Agir, c'est quoi? L'organisme Agir est une organisation à but non lucratif par et pour les personnes LGBTQ+ migrantes. Et on est situé à Montréal. On travaille sur le Grand Montréal, principalement, au Québec aussi, au besoin. Et nos services, en fait, sont offerts aux personnes LGBTQ+ migrantes avec les différents statuts migratoires. Donc, on a un premier volet de soutien. On offre du soutien pour des personnes, donc services de soutien individuel et des groupes de soutien selon les besoins des groupes qui sollicitent nos services. On offre aussi des activités. Donc, selon l'intérêt de nos membres, selon la saison, selon les besoins, etc. Et nous offrons aussi des services en termes d'éducation publique, donc quelles que soient des formations, des présentations publiques, des conférences, etc. Et en fait, Agir, c'est le seul organisme par et pour les personnes LGBTQ+ migrantes au Québec. Alors, la Ville de Montréal vient de vous accorder un montant de 150 000 pour mettre en place un projet de sensibilisation aux droits des personnes migrantes ou réfugiées du LGBTQIA+. De quoi s'agit-il exactement là? Tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier la Ville de Montréal pour leur confiance, en fait, à l'égard d'Agir et des services d'Agir pour nous avoir octroyé cette subvention qui viendra en fait dans un temps vraiment sensible pour Agir, qui a besoin de ce soutien en fait financier pour répondre aux besoins des personnes LGBTQ+ migrantes. Donc en gros, ce, ce projet, en fait, pour lequel on a eu la subvention, il a pour objectif de mieux répondre aux besoins des personnes LGBTQ+, migrantes et réfugiées, jeunes de 30 ans et moins, à travers la sensibilisation à la connaissance de leurs droits dans une perspective anti-oppressive, antiraciste et intersectionnelle. Donc, cette formation-là ou ce projet-là s'adresse-t-il d'abord et avant tout aux personnes réfugiés ou migrantes LGBT ou aux personnes qui les accueillent? En fait, c'est pour les deux. Donc, en gros, ça vise les personnes migrantes, réfugiées, jeunes de 30 ans et moins, mais ça vise aussi le grand public. Donc, nous travaillons aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur un grand volet d'éducation publique. Donc, il y a ce côté de sensibilisation qui touchera au grand public également.
Je vais continuer sur cette ligne-là. Je sais qu'on a préparé d'autres questions, mais ça m'intrigue quand même. On sait dans quel état d'esprit se trouve la population. Il y a quand même une certaine mouvance anti-immigrants. Comment ce projet-là va-t-il s'inscrire là-dedans et qu'est-ce qu'il va faire là, pour contrer ce phénomène-là? Bon point. En fait, ce projet, en fait, il a plusieurs objectifs, mais parmi lesquels, en fait, on vise à offrir des services de soutien et d'accompagnement individuel aux jeunes personnes migrantes LGBTQ+, dans la défense et l'accès à leurs droits. Donc, par exemple, ça peut être le logement, le travail, santé, changement de nom et de genre, défense contre les violences, harcèlement, discrimination, etc. Nous visons aussi à offrir des groupes de sensibilisation. Donc, ça, en fait, c'est envers les personnes jeunes LGBTQ+ migrantes dans la même lignée sur la connaissance de leurs droits et de renforcement de leurs capacités contre les différentes discriminations. Et en dernier objectif, je dirais, c'est vraiment de soutenir toutes les questions de réseautage, de création de partenariats et de sensibilisation en général pour les personnes co-directrices au sein d'Agir dans leurs efforts continuels de sensibilisation du public quant aux questions ou enjeux liés aux personnes LGBTQ+ migrantes en général et plus spécifiquement les jeunes LGBTQ+ de 30 ans et moins. Dans plusieurs pays, être LGBT, c'est souvent un enjeu de vie ou de mort. En fait, il y a des pays qui, on sait encore plusieurs pays dans le monde qui imposent la peine de mort. D'autres se font jeter en prison. Alors, quand vous accueillez des gens comme ça veut dire quoi, là? Parce on a des gens qui arrivent avec un certain bagage là, avec ça. Est-ce que c'est possible de juste répéter la Oui, dernière partie? oui. Alors, je veux savoir comment on fait pour accueillir ces personnes qui viennent de pays où ils se font dire, où ils risquent la peine de mort ou d'être emprisonnés. Quand ils arrivent aussi, ici au Canada, ces gens-là ont quand même un certain bagage là, émotionnel. Comment on fait pour les accueillir et les aider dans ce cheminement? Euh, D'abord, pour commencer, c'est important de noter que Agir travaille avec les personnes immigrantes et réfugiées LGBTQ+, y compris les personnes sans statut. Donc, nos services sont ouverts vraiment à toutes les personnes sans distinction. On travaille comme en général dans une perspective intersectionnelle qui prend en considération euh, toutes les facettes des identités de nos membres. Nous nous efforçons en effet de garder nos espaces sécuritaires pour les personnes sans statut, par exemple, et à titre d'exemple de pratique, on ne demande pas le statut d'immigration pendant nos activités pour rendre nos activités beaucoup plus inclusives. D'accord. Donc, on respecte la confidentialité de chaque personne qui sollicite nos services et nous sommes vraiment très, très exigeantes quant au partage des informations en dehors de l'équipe de soutien. Donc, c'est vraiment un espace qu'on appelle bienveillant, là, comme plusieurs personnes l'utilisent, ou sécuritaire. Rapidement, Mariam, pourriez-vous nous dire un peu, est-ce qu'on a assisté depuis un bout de temps à une hausse des demandes d'asile ou de statut de réfugié au Canada? Pour ces questions-là, LGBT, évidemment. Mhm. Ben en fait, oui. Oui, il y a une augmentation, même si avec le Covid, on a pensé que les chiffres vont diminuer, mais non. Donc, les chiffres ont augmenté, puis ça continue à augmenter, en fait, après l'ouverture des frontières et après le Covid. Et on ne voit pas vraiment une diminution significative, même après la fermeture du chemin de Roxham, même si ça a compliqué beaucoup d'aspects de la vie des personnes qui cherchent la protection au Canada. Bien, Mariam Manaïd, co-directrice générale d'Agir, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, merci à vous.
écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. L'Acadie queer, ça existe-tu? Ben ça, c'est la question que s'est posée Julien Cadieux dans son documentaire Il y a une étoile. Ce documentaire est présenté dans le cadre des rendez-vous Québec Cinéma qui se déroulent présentement à Montréal. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Julien. Merci, Denis. Alors, on utilise quels accords et quels pronoms avec toi? Tu peux utiliser le il ou le yel. Parfait. Alors, sans trop divulgacher, que raconte ton documentaire? En fait, c'est la quête de Samuel Leblanc, qui est un jeune homme trans au secondaire. Et avec son groupe de musique, il part un peu à la rencontre de l'Acadie queer, en se demandant si on peut concilier son identité culturelle avec son identité queer. Et donc, à travers ça, on découvre dans différents coins de l'Acadie d'autres jeunes, d'autres gens qui ont, je pense, trouvé une façon de vivre et célébrer ces deux facettes de l'identité, parce qu'il faut dire que, étant acadien, il y a des particularités. Ce qui veut dire qu'on est doublement minoritaire. On est minoritaire par la langue et aussi, donc, devient minoritaire aussi par l'identité de genre ou l'identité queer en général. Donc, c'est un peu ça le projet, et c'est sous forme de musical. Donc, on réinterprète la musique de la chanteuse acadienne Angèle Arsenault de l'île du Prince-Édouard. Ben justement, je pense que je vais sauter à la question que je voulais poser là-dessus. Pourquoi justement Angèle Arsenault? Parce que Angèle, c'est quelqu'un qui fait partie, je pense, de la culture populaire acadienne. Puis c'est quelqu'un qui... on a tous chanté, nous, comme Acadiens, à 15 août, il y a une étoile pour chacun de nous. Mais Angèle, derrière ces mots, ça a été écrit dans une époque où les femmes revendiquaient le féminisme. Et donc, beaucoup de ces paroles tiennent vers l'autodétermination, vient vers l'accomplissement de soi. Et en fait, on parlait justement d'intersectionnalité tout à l'heure, mais je pense que les enjeux féministes de cette époque-là, il y a une intersection avec aussi les identités queer dans le fait de trouver sa place et de trouver sa voix. Julien, tu as mis en scène des personnages absolument puissants. Je vais dire puissants parce qu'ils ne sont pas seulement beaux et intelligents, c'est puissant. Comment tu as trouvé ces gens-là? Je pense que ça a été un beau cadeau pour moi de pouvoir, à travers ce documentaire-là aussi, rencontrer ma communauté queer acadienne. Je viens de Moncton, c'est un peu un hub, si je peux dire, pour les provinces atlantiques, mais j'ai voulu justement, avec ma recherche, aller au-delà de ça et d'aller un peu partout. Donc, c'était pour moi, à travers certaines organisations communautaires ou de gens qui avaient peut-être à certains moments pris la parole. Et donc, j'ai contacté beaucoup de gens pour au moins à la base rencontrer, savoir c'est quoi la réalité dans leur coin de pays, parce que l'Acadie, elle est plurielle, tu sais, elle se résume pas à la vie francophone à Moncton ou disons à Caraquet, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui est particulier avec chaque région. Et donc, ça a été ça un peu la démarche. Puis ensuite, pour créer un peu l'histoire, j'ai sélectionné certaines personnes par ce qu'ils avaient à dire, qui m'avaient ému. Puis aussi pour avoir une diversité d'expériences au niveau du genre, au niveau de l'expression aussi de leur identité sexuelle. Et puis même aussi à leur appartenance, parce que tu as quand même des personnes qui sont et acadiens, et queer, et des Premières Nations. Oui, c'est sûr que comme l'Acadie est sur un territoire mi'kmaq, et il y a historiquement aussi, dans le cadre de justement l'Autochtone qu'on rencontre, qui est Malicite, qui est Wolastoq, il y a une hybridité dans ses origines qui est aussi acadienne. Donc, je pense que je pense que ça nous ramène, nous, en tant qu'Acadiens, si on a pu se voir comme peuple minoritaire, mais on a aussi la majorité pour quelqu'un d'autre qui est les peuples autochtones. Donc, ça nous enlève pas non plus le fait qu'on a été à un moment donné aussi oppresseurs. Ouais. Donc, je pense que c'est important aussi d'incorporer ça dans le scénario. Alors, le choix de la comédie musicale, c'était super intéressant, mais j'ai aussi, dans la cinématographie, les couleurs sont hyper présentes. Hein? Le bleu, blanc, rouge et le jaune pour l'Étoile de l'Acadie. Oui, puis aussi l'album d'Angèle, son premier album qui était tout jaune, donc je pense que ça a été aussi un petit... le jaune est vraiment omniprésent dans cette... oui, j'ai remarqué ça.
Une autre chose que j'ai trouvée intéressante, finalement, est-ce que l'Acadie, là, l'Acadie queer, ça existe? Bah, on est là, on existe, on parle. Je pense que oui. Non seulement c'est l'Acadie queer, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était mon Acadie, point tout court, parce que ces gens que j'ai rencontrés, ou tu sais, c'est un petit réseau, hein, Ouais. comme la communauté queer. Donc, tu sais, deux Acadiens qui se rencontrent à Montréal, on va bander d'une certaine façon. Ou deux Acadiens qui se rencontrent en France, récemment j'y étais pour présenter un court-métrage, ben, on va tout de suite se connecter. Mais en fait, c'est un peu ça aussi. Deux personnes queer, francophones, minoritaires, ben, on est de la famille sans vraiment même se connaître à la base, tu sais. Donc, dès le départ, je pense que ça existe. Puis donc, oui, l'Acadie queer, ça existe. Puis il y a des belles personnes qui sont là. Puis le film, en fait, c'est une célébration de ça. C'est pour ça qu'exemple, on parlait des couleurs, on parlait du musical. Bah, c'est pour dire que oui, bon, il y a des difficultés à pouvoir s'assumer pleinement, mais pour moi, c'était des mettre en valeur, de mettre en valeur leur beauté et de la célébrer. Puis il y a on célèbre notre identité acadienne, ben donc on peut aussi célébrer cette identité queer là-dedans. Je vais faire un petit clin d'œil à un de nos invités qui s'en vient. Une des personnes qui est chroniqueur ici, c'est Dan Robichaud. Oui, oui. Et j'ai beaucoup aimé cette partie-là. C'était très Ouais. touchant. Il faut dire que moi, j'ai vécu en Nouvelle-Écosse pendant longtemps. Ouais. Alors, c'est sûr que ça m'a particulièrement Avec touché. Radio-Canada et tout Oui, ça. ouais. Ouais, ben Daniel, c'était une belle rencontre, puis il m'a orienté aussi vers quelques personnes. Puis aussi, j'ai fait un court film qui s'appelle Daniel le Tisserand. Mhm. Suite à ce film-là, puis je reviens justement de France au Festival de Clermont-Ferrand où est-ce que j'ai été présenté ce court-métrage-là. Donc, il fait aussi son petit bout de chemin. Mais je voulais, avec ce court-métrage-là, mettre en valeur Daniel spécifiquement, pas à l'intérieur de l'œuvre qui était Il y a une étoile, mais vraiment autour de sa propre histoire. Bon, maintenant, c'est présenté à Montréal dans le cadre du festival, pardon, des rendez-vous Québec Cinéma, mais on peut le regarder parce que moi, c'est là que je suis allé le regarder sur UniTV. Puis il y a une projection à Rimouski qui est organisée le 4 mars. Hier, il y avait une projection au Yukon, donc on voyage un petit peu dans la francophonie. Donc aussi, c'est agréable de pouvoir aussi le voir en personne. Julien Cadieux, juste en quelques secondes, est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent? Oui, je suis en train de faire un projet sur l'immigration qui se passe dans un petit village de côtier de pêche à Capelé où je dirais un tiers de la population acadienne maintenant est composée de Mexicains et de Philippins. Donc c'est un peu sur le vivre ensemble dans ce petit village de pêche. Donc je pense que ça va être amusant. Julien Cadieux, merci beaucoup d'avoir été des nôtres Merci à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Nous, on fait une petite pause, on va en deuxième partie. Nous allons avoir notre discussion transcontinent queer. Ben, une autre province s'en prend aux trans. Est-ce qu'il faut craindre ce mouvement anti-genre qui semble prendre de l'ampleur? Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, cette deuxième partie d'émission, on va parler du mouvement anti-genre qui prend de l'ampleur, pour ne pas dire même qui commence à être un peu violent. Et l'intimidation, est-ce qu'on en fait assez pour lutter contre ce fléau? C'est à la chronique Transcontinent Queer. Transcontinent queer. Enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre. Alors, c'est au tour de l'Alberta à faire ce pas en avant contre les personnes queer. Et on se pose des questions, là, savoir où est-ce que ça va aller tout ça. Et on va en discuter avec nos participantes à notre Transcontinent Queer. Vous le savez, c'est notre discussion mensuelle sur les enjeux et réalités queer d'un bout à l'autre du Canada. Donc, on reçoit, je vais les présenter, Rose-Eva Falk-Jenkins, qui est à Edmonton. On reçoit aussi Dan Robichaud, qui est à Clare, en Nouvelle-Écosse, et Arnaud Baudry, qui est à Toronto, et son C, c'est en Ontario. Salut vous trois! Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors justement, donc c'est l'Alberta et sa première ministre Danielle Smith qui décide de s'attaquer aux minorités trans. Roseva, je pense que ça se passe dans ta province. Peux-tu nous résumer un peu ce qu'elle propose de faire? Oui, donc malheureusement, c'est très, très proche pour moi en étant quelqu'un qui vit en Alberta. Donc, je dirais, tu sais, Danielle Smith, elle a fait 10 propositions, puis je dirais dans trois catégories d'éducation, de santé et de sport. Donc, je vais commencer avec éducation. Tu sais, on peut voir qu'elle s'est inspirée sur le Saskatchewan
des lois qui ont changé là sur le dévoilement des pronoms et que ça se peut pas, les élèves peuvent pas changer leurs pronoms à l'école sans avoir le consentement de leurs parents. Donc, tu sais, on peut voir comment elle s'est inspirée de la Saskatchewan, mais elle a dit, ben, je vais aller même plus grand dans mon approche et je vais vraiment avoir ajouter beaucoup plus. Alors, elle a aussi parlé dans l'éducation dans les écoles qu'il n'y aurait pas d'éducation sexuelle sans le consentement des parents. Donc, comme ça l'est maintenant avec l'éducation sexuelle, c'est que les parents peuvent dire non que leurs élèves, que leurs enfants ne sont pas éduqués dans l'éducation sexuelle, mais maintenant, il faudrait avoir le consentement des parents pour enseigner l'éducation sexuelle à Ah, l'école. Alors, ça, c'est pour l'éducation. Pour le domaine de santé, c'est qu'il n'y aurait pas de thérapie d'hormones pour les moins de 18 ans, qu'il n'y Juste aurait en pas... passant, c'est tellement ridicule parce que rendu à cet âge-là, les thérapies, ce qu'on appelle les bloqueurs d'hormones, là, ça ne sert plus à rien là, parce qu'ils ont pas seulement, ils sont devenus adultes. Là. Oui, oui, exactement. Tu sais, en anglais, on entend puberty blockers. Alors, c'est Ouais. vraiment pour la puberté de bloquer ça. Alors, si tu dis, oh, une fois que tu as 18 ans, là, tu peux prendre tu sais, des médicaments pour bloquer la puberté. Ben, la puberté s'arrête après 18 ans, on comprend. Alors, ça n'a vraiment aucun sens, aucun logique, disons. Puis, elle a aussi parlé du sport, donc que les athlètes trans ne pourraient pas être dans les mêmes catégories. Donc, les femmes trans ne peuvent pas être dans les mêmes catégories sportives que les femmes. Wow. Ça va loin, ça va loin. Mais elle suit quand même l'exemple parce que c'est pas la première province là, qui fait ce genre de déclaration ou de loi ou de proposition de loi anti-trans. Ça a commencé au Nouveau-Brunswick, ça, Dan. Ah, là, il faut que j'allume le micro. Effectivement, le Nouveau-Brunswick, avec sa fameuse politique 713, a vraiment fait, je pense que c'est un gros recul. Un gros recul. Et, euh, comme Marie-Ève le disait, c'est important de commencer la démarche tôt, avant la puberté. En écoutant ce qu'on dit ce soir, je me pose la question, qu'est-ce que Samuel Leblanc de Il y a une étoile, le star du documentaire de Julien Cadieux, je me demande qu'est-ce que lui aurait à dire de tout ça, parce qu'il a quand même commencé sa transition à un âge assez jeune. Et même sa mère, dans le documentaire, avoue que si seulement elle aurait compris plus tôt pour agir plus tôt. Oui. Je voudrais qu'on aille en Saskatchewan parce que les autres, ils vont loin. Je pense qu'ils veulent invoquer la clause dérogatoire de la Constitution canadienne pour maintenir en place leur politique anti-trans là, dans les écoles. Roseva, je pense que c'est toi qui suis ça plus que les autres. Là. Oui, donc juste pour dire, faire la distinction qu'en Alberta, c'est pas une loi qui a été acceptée encore, donc c'est quelque chose qui a été proposé, mais ça n'a Mhm. pas été accepté. En Saskatchewan, de ce que je comprends, c'est que c'est quelque chose qui a été accepté et que la Saskatchewan veut, c'est ça, invoquer cette clause pour que ça puisse passer et maintenir, de ce que je comprends. Et on va aller en Ontario parce que Mme Smith faisait une tournée en Ontario, notamment à Ottawa, et elle a rencontré Doug Ford, son homologue albertain, et le bureau de Doug Ford a pris la peine d'avertir les médias qu'il n'allait, avant même la rencontre, qu'il n'allait pas suivre les politiques de Daniel Smith sur cette question. Arnaud, comment on explique ça? Euh, Peut-être qu'il cherche à se préserver pour le moment. Moi, j'ai quand même, en me basant sur ce qui a été présenté par le gouvernement Ford, ils ont l'air quand même de préparer quelque chose. Ils avaient fait une annonce il y a quelques mois pour préparer pour des, des, des lois qui seraient assez semblables par rapport à l'obligation d'obtenir le consentement des parents pour que les enfants utilisent un nom ou des pronoms différents à l'école. Donc, moi, il me semble quand même assez aligné avec ce que fait le gouvernement Smith. Donc, c'est une annonce intéressante. Moi, je suis curieux d'en savoir plus sur ce qu'il prépare exactement. Euh,
Mais oui, je les vois quand même assez alignés. Oui. Il y a quand même aussi, là, je vous lance tout le monde là-dessus, il y a Pierre Poilièvre qui s'est fait poser la question suite à sa rencontre avec Daniel Smith à Ottawa. Et ben là, finalement, il s'est quand même avancé. Il est aussi là, pour la permission parentale, pour changer de pronom et changer de nom. Et il est aussi, je pense qu'il est aussi aligné avec Mme Smith là-dessus, sur les retardateurs ou les produits qui vont retarder la puberté. Euh, ça va se ramasser, c'est la scène fédérale, ça. Je sais pas, le peu Arnaud. Ah, Dan, vas-y, oui. Je pense que ça se compare parfaitement avec la division entre la gauche et la droite qu'on voit aux États-Unis, surtout au sujet de l'avortement. Il y a quelque chose de semblable qui se fait ici au Canada entre les forces bleues, les forces rouges et l'Est et l'Ouest. Mais on dirait qu'on est plus focusé sur la communauté gay et trans. Mais c'est certain que de passer des politiques comme ça, c'est dévastateur pour ces individus et les communautés. Mais on a vu récemment, je vous lance ça aussi à nouveau parce que ça rentre dans l'air du temps, les politiciens. Ben, ou Arnaud, je voyais que tu veux répondre à ça pour Pierre Poilievre. Non, pas spécifiquement, mais moi je me disais, si Ford veut attendre pour collecter plus d'informations basées sur la science, ben, ça serait une bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle il n'a rien annoncé, mais euh, bon, Ouais, on peut espérer. il y a quand même CBC qui semble, d'ailleurs C6, là, ou pardon, en français, je ne me rappelle plus, c'est l'agence de sécurité là, qui a remplacé la GRC. Puis c'est fou, j'ai vu l'article en anglais. Mais l'agence donc de sécurité du Canada qui s'inquiète de la montée du mouvement anti-genre qu'ils appellent ou anti-trans. Suite à tous ces débats-là, on a vu quand même un accident tragique à Waterloo en Ontario. Est-ce qu'on doit craindre là, la montée de ce mouvement-là? Je vais lancer. Vas-y, oui, Roséva. Oui, moi je dirais oui, c'est quelque chose que tu sais, dans notre communauté, on sait qu'on a tout le temps subi. Je pense que quelqu'un qui fait partie de la communauté, on sait que la violence, ça fait partie de nos vies, malheureusement. Les personnes qu'on voit qui ne conforment pas au genre et le plus que les personnes ne conforment pas au genre, tu sais, je pense que c'est vraiment de la mécompréhension. Les personnes qui ne comprennent pas, ah, moi, c'est quelqu'un qui a dans leurs idées, voit juste hommes et femmes et voit quelqu'un qui ne rentre pas dans leurs idées de c'est quoi hommes et femmes. Et au lieu d'être curieux puis se dire, oh, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne? On voit souvent que la réaction, c'est l'intolérance, c'est la violence. Et je suis certaine avec, euh, tu sais, on voit que c'est les lois proposées, ça donne la légitimité à ces personnes qui réagissent avec la violence et la haine. Et tu sais, c'est les politiciens qui les légitimisent puis disent c'est correct de ne pas comprendre et c'est correct de réagir de façon violente. J'ai vu que Dan, tu as levé la main, vas-y. Ben oui, effectivement, moi, ça que je vois dans ça, c'est quand ça devient politique, puis quand ça vient la campagne politique de juste être de l'attaque constante, je crois que ça envoie vraiment un message que même si on a des droits de minoritaires protégés, dans le fond, ils ne seront point respectés. Puis je trouve que c'est dangereux et alarmant que ce soit des campagnes politiques à l'attaque de gens. Déjà, c'est déplorable que c'est des campagnes politiques assez personnelles entre politiciens, mais que ce soit contre des segments minoritaires de la communauté comme ça, c'est vraiment à dire que les droits minoritaires ne vont pas être respectés dans le futur, peut-être même dans le présent. Et je te laisse la parole, Arnaud, vas-y. Moi, cette annonce du service de renseignement de sécurité, elle m'a pas vraiment surprise en fait, quand on voit comment tous les mouvements extrémistes, les mouvements dits anti-genre, s'organisent depuis toujours en fait, mais là spécifiquement depuis plusieurs mois, en organisant des manifestations, etc. Et vraiment en faisant des démonstrations de haine et de violence. C'est pas une surprise de voir que ce risque soit identifié. Il existe, il est là. Et on a toujours été confronté à ça et on doit vivre avec. Et en fait, ça vise à nous faire taire,
à nous effacer, encore une fois, à effacer nos vies, effacer nos identités. Alors, moi, j'ai envie de dire par rapport à ça, ben, restons fermes dans nos fiertés, dans qui nous sommes, continuons à nous célébrer et aussi à communiquer, à démystifier et à dialoguer en fait avec ces personnes qui visiblement sont motivées par des incompréhensions en fait, ou par de la haine. Je pense qu'on a besoin de plus de dialogue, on a besoin de plus de sensibilisation pour réhumaniser, parce que les personnes de nos communautés continuent à être déshumanisées. On ne demande pas grand-chose, au final, on demande le respect, d'être vu comme des personnes. On demande pas à être aimé par les personnes de tous les spectres politiques, simplement d'être respecté dans notre intégrité physique et dans notre humanité, c'est tout. Et je voudrais juste lancer une dernière petite question là-dessus. Au-delà de la violence qu'on pourrait suivre et de l'intimidation que soulève Arnaud, puis merci de m'avoir corrigé sur le SCRS. Alors, au-delà de tout ça, il y a, pour les jeunes personnes qui vivent la dysphorie de genre, puis là, on va parler des plus jeunes, mais même les plus vieilles personnes aussi vivent ça, qu'est-ce que ces personnes-là, comment elles vont vivre ça? Parce que là, on envoie vraiment un message haineux, là. Ah, vas-y, ouais. Oui, ben, tu sais, nous autres en Alberta, au moins, il y a des manifestations qui s'organisent et on voit, tu sais, c'est vraiment des jeunes personnes qui prennent la charge, qui se manifestent. Et tu sais, je suis vraiment contente que quand on voit ceci, on voit les jeunes qui sont là, mais aussi, tu sais, je pense aux jeunes qui ne peuvent pas être là. Tu sais, peut-être qu'ils veulent être là, mais c'est pas, tu sais, quelque chose qu'ils ont le droit de faire. C'est pas sécuritaire pour eux de faire. Donc, je pense que c'est vraiment tu sais, pour ces jeunes personnes-là, leur aider avec les ressources. Moi, justement, à Edmonton, on a un, un organisme auquel les jeunes qui cherchent pour faire de la compression de leur poitrine, ils peuvent y aller. Il y a un échange pour ces vêtements. Alors, tu sais, j'aide ces jeunes-là à trouver des places où est-ce qu'ils peuvent trouver tu sais, des produits qui vont leur aider avec leur dysphorie de genre. Alors, tu sais, de vraiment être là, soutenir les jeunes. Tu sais, peut-être qu'il va y avoir des règlements sur comment on peut appeler les jeunes plus tard, mais au moins pour l'instant, on sait qu'en Alberta, les lois sont pas passées encore. Et on voit dans la recherche pour la santé mentale de simplement quand un jeune à des personnes, des adultes dans leur vie qui leur utilisent le bon nom, le bon pronom pour eux, ça baisse le taux de suicidalité jusqu'à 50%. Alors vraiment, comme adulte qui est autour des jeunes, c'est de leur supporter, de dire, tu sais, je suis avec toi, je suis quelqu'un avec qui tu es en sécurité. Ceci peut vraiment tout faire la différence pour un jeune. Alors c'est ça que je dirais. Ben, un autre petit tour de tête, peut-être Arnaud, sur cette question-là, les conséquences que tout ça, ce débat-là, peuvent avoir sur les personnes qui vivent là, la dysphorie de genre. Ben, clairement, les conséquences sont désastreuses. Déjà, on vit dans une société qui fait qu'on grandit en se disant qu'on n'est pas normal et qu'il y a des choses qui ne vont pas avec nous. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'en mettant en place des lois qui vont rendre les choses encore plus difficiles pour les personnes trans ou de genre non conforme, ça va pas améliorer les choses, clairement. Et en fait, c'est inquiétant dans ce contexte où il y a les services secrets qui nous disent il y a des risques réels de violence extrême. Et en même temps, il y a des gouvernements qui vont d'une certaine manière, directement ou indirectement, euh, valider une approche qui est anti-LGBT, une approche en fait qui va contribuer à venir alimenter d'une certaine manière la violence. Donc, moi, je trouve ça assez inquiétant et effectivement, en termes de santé mentale, quand l'argument c'est de dire que il faut laisser les jeunes décider une fois qu'elles sont adultes. Déjà, comme on disait tout à l'heure, ça n'a pas de sens parce que par rapport aux bloqueurs de puberté, ben, c'est trop tard. Il y a des possibilités pour appuyer les jeunes qui ne sont même pas des changements permanents, en fait. Et en fait, les bloqueurs de puberté, ça en fait partie. Changer son nom, changer ses pronoms. Si le jeune réalise après quelque temps que elle est mieux dans une autre identité, ben,
et elle peut changer son nom et son prénom. Je veux dire, c'est pas des choses qui sont fondamentalement euh, qu'on peut pas revenir en arrière, quoi. Ça, c'est une des peurs qui est exprimée aussi, c'est que ça serait des changements permanents. Mais en fait, non, il y a des solutions pour soutenir les jeunes et pour diminuer l'impact sur la santé mentale et le risque de suicidalité. Euh, donc, je pense qu'il faut plutôt aller vers ces solutions-là. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transcontinent queer. Enjeux et réalités queer d'un océan à l'autre. Ben, on va passer à un autre sujet. Le 26 février, c'est la journée du chandail rose contre l'intimidation. Dan, c'est une initiative qui part de ton coin du pays. Peux-tu un peu nous raconter là, la genèse de ce chandail rose? Bien, la campagne de Chandail Rose, c'est vrai que ses origines sont en Nouvelle-Écosse. C'était des jeunes du Central Kings Rural High School dans la vallée d'Annapolis qui ont distribué des chandails roses pour soutenir un élève qui était victime d'intimidation parce qu'il avait, ou elle avait porté, ou il avait, pardon, porté un chandail rose à l'école un jour. Depuis ça, c'est devenu un symbole mondial contre l'intimidation. Ça se célèbre au Canada, ça se célèbre aussi en Nouvelle-Zélande. Ce que je trouve intéressant parce qu'ici, en Nouvelle-Écosse, on se compare souvent avec la Nouvelle-Zélande en tant que la géographie et la topographie, mais c'est intéressant que le culturel se rejoint aussi. Et ça a commencé, je pense, en 2007, 2008, 2007, je pense. Et c'était ça à la base, c'était pour, je pense que ça allait juste être une journée dans une école secondaire, et puis maintenant, c'est un brand mondial. Roseva, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, donc, je pense que ce qui est vraiment intéressant de quand on pense de l'histoire origine comparée à maintenant, c'est que c'était vraiment quelque chose que c'était lié dans l'homophobie. Donc, c'était que ce jeune, quand il a porté le chandail rose, les autres jeunes disaient, oh, t'es un garçon qui porte du rose, t'es gay. Puis c'est ça qui était c'est les commentaires qui étaient lancés aux jeunes. Et quand alors c'était commencé avec deux jeunes, Travis Price, puis l'autre personne aussi, que eux autres qui étaient des élèves qui étaient en 12e année, donc qui étaient les plus vieux d'école, puis ils voyaient que ceci arrivait à un jeune, quelqu'un qui était plus jeune dans, disons, comme la 7e année. Donc, c'est des garçons plus vieux qui voyaient ce qui arrivait, puis ils ont dit à l'école, on veut faire cette journée pour soutenir cet élève. Et l'école ont dit, s'il y a quelque chose qui arrive, si ça va mal, s'il y a des batailles, s'il y a des conséquences négatives, on va vous expulser. Donc, c'était vraiment ces deux jeunes, c'est les plus vieux dans l'école qui ont vraiment dit, ben, c'est l'école est pas sur notre bord, il peut avoir des conséquences, mais on veut le faire quand même parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Alors, je pense que c'est deux aspects qu'on perd beaucoup quand on parle de la journée maintenant. Tu sais, les personnes disent, ah, contre l'intimidation en général. Oui, l'intimidation en général, c'est quelque chose qu'on devrait en parler, mais l'intimidation homophobe, c'est vraiment quelque chose de spécifique que je trouve qu'on a perdu. Et aussi le fait que ces jeunes qui ont commencé cette journée n'avaient pas le support de leurs écoles. Puis maintenant, les écoles vont dire, ah oui, voici cette journée, on célèbre cette journée à notre école. Mais qu'est-ce que vous faites pour les jeunes quand ils vont contre l'institution de l'école, puis ils font quelque chose qu'ils savent que l'école va pas être avec eux, mais qu'ils font quand même parce qu'ils savent que c'est la bonne chose. On parle pas de tu sais, comment les institutions sont des fois, l'homophobie, c'est aussi partie de ces institutions-là. Il y a 7 jeunes sur 10 qui disent avoir été victimes d'intimidation selon Statistique Canada. Dans vos régions, ça se traduit comment pour les personnes queer? Je pense que je lance la balle à Arnaud. Bon, concernant les jeunes dans les écoles, nous, on entend beaucoup de témoignages de jeunes dans le cadre d'un projet sur lequel on travaille depuis presque un an maintenant, qui est le réseau franco-ontarien pour l'inclusion de SLGBTQIA+. On a organisé des séances de consultation. Et dans ces séances, il y avait des jeunes qui nous partageaient des histoires vraiment extrêmement pénibles à entendre.
par rapport à comment elles ont été la cible d'intimidation à cause de leur identité de genre, leur orientation sexuelle. Mais c'est pas nouveau, mais on voit ça continue. Euh, et je pense que l'approche, souvent, c'est de découper. Par exemple, là, en ce moment, le ministère de l'Éducation a mis en avant des priorités spécifiques qui concernent certains groupes de la population. Et puis, on nous a dit clairement, ben, en ce moment, les personnes LGBT ne font pas partie de ces groupes prioritaires, on va dire, pour développer des programmes spéciaux, pour venir adresser les enjeux dans les écoles. Et je pense que c'est un peu dommage, en fait. Enfin, c'est plus que dommage, c'est dramatique. Ça manque, en fait, d'une approche réellement intersectionnelle pour dire que l'intimidation, ça concerne tout le monde. Et il y a des enjeux particuliers qui concernent les jeunes de nos communautés, les jeunes de la diversité affective, sexuelle et de genre, et qu'il y a besoin d'appui spécifique pour ces jeunes. Euh, et je pense avoir une approche intersectionnelle, ça permettrait vraiment de mettre en avant l'idée que ça concerne vraiment tout le monde. On ne peut pas prioriser ces enjeux. Tous les jeunes sont importants. Tous les jeunes ont le droit de suivre, de vivre en sécurité et de suivre leurs études de manière sécuritaire avec l'appui dont ils ont besoin pour pouvoir favoriser leur succès à l'école. Dan Robichaud. Moi, je suis d'accord avec tout ce que Roseva et Arnaud disent. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on parle d'un enjeu qui peut doubler le taux de suicide chez les jeunes. Mon Dieu, ce n'est pas une question de est-ce que cette démographie-là a besoin d'appui. L'appui est nécessaire. Point final. Surtout dans les écoles, à cet âge-là. Et n'oublions pas qu'il y a des hommes hétérosexuels efféminés qui se font intimider eux aussi. Et souvent, je me pose la question, lequel est vraiment le pire? Est-ce que nos gouvernements font assez pour combattre ce fléau de l'intimidation, notamment chez nos communautés? Je vois Roseva qui a allumé son micro, vas-y. Ben oui, justement, tu sais, je pense à quand Arnaud avait parlé avant de, tu sais, la sensibilisation, c'est ça qui est vraiment nécessaire. Et justement, avec les politiques que Daniel Smith elle a parlé, une de ces politiques sur l'éducation, c'était que les groupes qui parlent de l'identité de genre, euh, n'auraient pas le droit de présenter dans les écoles sans avoir le gouvernement albertain qui approuverait ce qui est dit. Et moi, justement, en quelqu'un qui travaille pour le Comité franco-queer de l'Ouest, et un de nos enjeux, c'est justement faire de la sensibilisation dans les écoles. On n'a jamais été consulté sur ce que une approbation de le gouvernement, comment ça se déroulerait. Alors, tu sais, nous autres aussi, on n'a aucune idée de c'est quoi le processus qui est décrit. Puis, c'est ça. Alors, tu sais, sans la sensibilisation dans les écoles, où est-ce qu'on peut en parler tu sais, avec les profs? Parce que quand on parle de tu sais, l'intimidation dans les écoles, on veut parler d'une journée contre l'intimidation, ben, il faut parler non juste aux jeunes, mais aussi à l'école telle qu'elle. Qu'est-ce que les écoles font? Qu'est-ce que tu sais, le conseil scolaire et les entités plus larges qui encadrent les écoles, qu'est-ce qu'ils font contre l'intimidation? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aller beaucoup plus profond sur la structure et non seulement tu sais, un à un avec les élèves. Alors, surtout quand on voit la structure, par exemple, de le gouvernement albertain qui, eux autres, c'est on pourrait dire lancer une campagne d'intimidation contre les jeunes trans. Tu sais, ça donne vraiment pas un bon message sur comment on peut protéger les jeunes quand la structure du gouvernement n'est pas sur leur côté. Je peux donner 15 secondes à chacun des deux, ou si peut-être à 30 secondes, mais on arrive à la fin. Vas-y tout de suite, oui, Dan. Moi, ce que je vois là, surtout quand c'est l'appui des gouvernements, c'est de l'intimidation du gouvernement, mais est-ce que ça ne devient pas complotiste en lui-même? Parce que c'est pas juste l'intimidation, c'est l'intimidation avec la bénédiction du gouvernement. Oh là là.
Les amis, on va devoir arrêter ici. C'était Rose-Eva Fogg-Jenkins à Edmonton, Dan Robichaud à Clare en Nouvelle-Écosse et Arnaud Baudry à Toronto. Merci tous les trois d'avoir participé à Transcontinent Queer pour ce mois de février. On se reparle le mois prochain. Merci. Merci, bonne journée. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Vous allez aussi me trouver sur LinkedIn. Je vais faire changer cet enregistrement bientôt. Vous allez me trouver sur LinkedIn aussi. C'est quand même un réseau social qui permet la diffusion et la publication d'informations provenant de sources crédibles. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 64 du 19 février 2024. J'aimerais remercier l'équipe de recherche Marie Massé et Godric Traub. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde. Merci à Shirley Curley pour le musique thème. Je m'appelle Denis Martin Chabot. On se dit à la semaine prochaine. Même heure, même poste. Au revoir.